Europe 1, 14h-15h, On de Latte raconte. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui est assez stupéfiante. C'est l'histoire de Léon qui est en face de moi. Léon Laclos qui a pris ce matin le TGV depuis Pau, en Béarn, pour être avec nous et je l'en remercie. Bonjour Léon Laclos. Bonjour Christophe. En 1978, Léon, vous avez prononcé les vœux pour devenir prêtre. Plus que ça même, vous êtes devenu père de la congrégation de Bétharram. Et puis 7 ans plus tard, vous êtes tombé amoureux de l'une de vos paroissiennes, Marga. Et pendant près de 30 ans, vous avez été un prêtre amoureux. Au début en vous cachant, et à la fin en vous cachant plus du tout, puisque Marga vivait au presbytère. C'est d'ailleurs ça, le fait que vous ne vous cachiez plus, qui a amené l'Église catholique en 2007 à vous décharger de vos responsabilités et à vous virer de votre cure du village d'Asson, en Béarn. Vous n'êtes pas le premier, mais vous êtes l'un des rares à avoir résisté et raconté toute votre histoire dans un livre paru en 2008 chez Michel Lafon, Pour l'amour d'une femme. Je me suis bien sûr appuyé sur ce récit pour écrire mon histoire. La voici. Je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe On de Latte. Vous penserez ce que vous voulez de ce qui est arrivé à Léon Laclos. Est-ce qu'il fallait le garder prêtre alors qu'il aimait une femme ? Ou est-ce qu'il fallait appliquer la règle et le virer de l'Église catholique ? À vous de répondre. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les gens, ces paroissiens d'Asson en Béarn, les gens étaient de son côté, de leur côté à tous les deux, majoritairement, très majoritairement. Ils auraient voulu le garder avec sa femme. Mais l'Église catholique n'est pas une institution démocratique, n'est-ce pas ? On ne demande pas l'avis des gens. Alors on a viré Léon. Et voici donc son histoire. Elle commence en vérité le jour où il prononce ses vœux dans la petite chapelle d'Ibar, au Pays Basque, en septembre 1978. Il est là dans son aube avec ses grands yeux bleus. Il a 26 ans et il prononce les mots qui font de lui un père de Bétharram. Moi, Léon Laclos, je m'apprête à vivre l'évangile à la suite de Jésus anéanti et obéissant. Et entre vos mains, Père supérieur provincial, délégué du Père supérieur général, je consacre ma vie au Seigneur en faisant vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Les Pères de Bétharram, c'est une petite congrégation créée au début du 19e siècle, pas très loin, en Béarn. Ils ne rentrent pas au monastère, pas du tout. Les Pères de Bétharram vivent dans le monde. Certains sont ouvriers, d'autres sont enseignants. Au Pays Basque et au Béarn, tout le monde connaît l'internat de Bétharram. C'est là que finissent les mauvais élèves, quand personne n'en veut plus, à la dure. Et beaucoup de pères sont tout simplement curés ou vicaires, à la disposition de l'évêque du coin. Et c'est ce qui arrive au désormais Père Léon. Il est affecté dans le département d'à côté, les Hautes-Pyrénées, dans la paroisse de Vic en Bigorre. Entre-temps, il est ordonné prêtre, nommé aumônier de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et à part ça, la messe, bien sûr, le catéchisme et le reste. On lui a demandé d'être dans le monde. Il est dans le monde. Il est sapeur-pompier volontaire et 3/4 centre dans l'équipe de rugby. Sept ans plus tard, un soir de mai 1985, Léon, qui a maintenant 33 ans, rend visite à une famille en deuil. Le père vient de décéder d'une rupture d'anévrisme. Bonjour. Bonjour, je suis le père Léon. Je suis le prêtre de la paroisse. En face de lui, la veuve, anéantie. Marga, elle est hollandaise. Et à 35 ans, elle se retrouve seule avec 3 enfants, tout petits, entre 3 et 6 ans. Bon, c'est ça le métier de prêtre, savoir trouver les mots qui réconfortent. Et 3 mois après, il repasse la voir. Bonjour Marga, comment allez-vous ? Ça va mieux.
Je me suis installé comme infirmière libérale, vous savez. Ça m'occupe, c'est bien. Et c'est mieux aussi pour les enfants. Je voulais pas rentrer en Hollande. Ici, ils ont leur école, ils ont leurs copains. Les enfants, venez dire bonjour au père Laclos. Et puis il revient, une autre fois. Et encore une autre fois. Il est tombé amoureux. Il ne l'a pas encore verbalisé, mais il écrit dans son livre « J'aime son regard pétillant, sa spontanéité, son charme qui irradie sa personne. Il est amoureux. Et là, selon les vœux qu'il a prononcés, il faudrait qu'il se carapate en courant. Eh bien non, il revient. Et au bout de quelques mois, c'est Marga qui fait le premier pas. Elle lui prend la main et elle lui dit tout simplement qu'elle l'aime. Et il est là, notre Léon, un peu gêné, un peu confus. Il lui répond que lui aussi, mais que c'est pas possible. Pas possible, pas possible. Assez vite vient le premier baiser. Et puis le deuxième, et puis... Léon n'a jamais connu de femme. Eh bien maintenant, il connaît. Et là, je vous le dis, il culpabilise. Et ça se traduit par une violente crise d'herpès qui l'envoie direct à l'hôpital. Et puis il s'habitue. En fin de journée, il quitte discrètement son presbytère sur son vélo et il file jusqu'à chez Marga. Et vers les 2-3 heures du matin, il rentre en catimini. Et à l'été 1988, il part même en vacances avec toute la famille, Marga et les 3 enfants, dans un camping en Corse. Là, personne ne le connaît, personne ne sait qu'il est prêtre. Parfois, ils vont camper à la Belle Étoile, en pleine nature. Les enfants adorent cette vie de scout. Et Léon, eh bien, il se régale de la vie de famille, de la liberté. Il est heureux. Et ça dure comme ça 2 ans de plus. Et puis un jour de l'été 1990, le père supérieur provincial des pères de Bétarame fait venir Léon. Léon, nous souhaitons t'affecter à Pessac, dans une cité près de Bordeaux, auprès d'un prêtre ouvrier. Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, la question, c'est, est-ce qu'il sait ? Est-ce que le père supérieur sait pour Marga ? Est-ce qu'il veut l'éloigner ? C'est difficile à savoir, parce qu'évidemment, il ne le dit pas. Mais par ailleurs, Léon vient de passer plus de 10 ans dans la même paroisse. Il pouvait s'attendre à changer d'air, c'est normal. Et donc il accepte de s'exiler à Pessac, à 200 km de Vic en Bigorre, à 200 km de Marga. Et pendant 9 ans, les 2 amoureux vivent à distance. Ils se voient, ils s'appellent, ils s'écrivent, mais ils vivent loin l'un de l'autre. Et puis arrive le printemps 2000. Léon a 48 ans, ça fait 15 ans qu'il connaît Marga. Et l'ordre de Bétarame lui propose une promotion, une sacrée promotion. Devenir le nouveau supérieur provincial. Il devrait sauter de joie, il est en vérité catastrophé. On lui demande de devenir un guide pour les autres prêtres de sa congrégation, lui qui bricole avec la règle. C'est impensable. Alors il prend rendez-vous avec le supérieur général de l'ordre, le père Francesco Radaelli. Et là, n'imaginez pas la rencontre dans un monastère. Elle a lieu à la cafette d'un centre commercial de Pau. Léon arrive sur les nerfs et il déballe tout. Mon père, vous ne pouvez pas me demander ça. Je ne peux pas accepter. Enfin, je viens de vous raconter ce que je vis avec Marga. Je ne peux pas être supérieur provincial. Léon, notre appel est une marque de confiance. Nous ne te jugeons pas, Nous ne te condamnons même pas. Et puis, c'est peut-être le moment de choisir entre ta vie religieuse et ta relation avec Marga. Et finalement, le supérieur général s'incline. Nous allons trouver une autre solution. Mais que tout ça soit pour toi l'occasion de réfléchir, de faire l'unité entre ta vie d'homme et de religieux. Léon ne sera pas supérieur provincial. Mais maintenant, ils savent. Alors vous vous dites ce sont des religieux, ils vont garder ça pour eux. Pas du tout. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En vérité, beaucoup de prêtres savaient déjà, mais les fidèles tombent des nues. Le père Léon, avec une femme, oh Dieu Biban,
Léon, lui, accuse le coup. Il s'est mis lui-même devant un mur. Alors il propose à Marga de rompre. Mais non, Léon, gardons confiance. Ce que nous faisons, Léon, est bon. Et là, tendez bien l'oreille parce que c'est incroyable. Il n'est pas sanctionné. Rien. Mieux que ça. Il prend du galon. Il intègre le conseil provincial de l'ordre de Bétarame. Et il est nommé curé d'Asson, à 50 km de Marga. Rapprochement familial. Son supérieur et l'évêque sont au courant qu'il a une liaison avec une femme depuis 15 ans et il est nommé curé d'Asson. Et Marga vient le voir au presbytère. Et ça dure comme ça 5 ans de plus. Tout le monde sait. Tout le monde s'en fiche. Ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. Ils sont en train de dîner dans la salle à manger. Marga, tu te souviens d'un jour où j'ai dit que nous pourrions vivre ensemble? Ce jour est peut-être venu, non? Oh oui, Léon. Oui, ça serait bien. Et quelques jours plus tard, Marga emménage au presbytère, sans se cacher, devant tout le monde. Et évidemment, ça ne peut pas durer. Au mois d'août, le supérieur provincial, le père Begnato Yénard, vient lui rendre une petite visite. Léon, tu nous poses un gros problème, hein? Il passe pas une semaine sans qu'on entende parler de toi et de Marga. Même l'évêque a reçu des plaintes. Tu dois demander à Marga de partir du presbytère. Léon sent que la sanction va tomber. Alors il écrit une lettre à son évêque, Monseigneur Moller, pour plaider sa cause. Et l'évêque lui fait une réponse sur le mode « pas de couilles, pas d'embrouille ». Il veut juste qu'elle quitte le presbytère. Il ne lui demande pas de rompre, hein. Il veut juste qu'elle s'en aille, pour éviter le scandale. On de la raconte, la suite de votre récit. Et là, Léon et Marga décident de ne pas céder. Et ce faisant, ils entrent dans un bras de fer qui est perdu d'avance. Ils le savent, car Léon vient de rompre avec un autre de ses vœux, l'obéissance. Et ça va lui coûter beaucoup plus cher que d'avoir rompu le vœu de chasteté. 1 an plus tard, un nouveau supérieur général est nommé. Et très vite, Léon aborde avec lui le sujet qui fâche. Tu sais quelle est ma relation avec Marga? Oui. Et tu penses que c'est normal? Que nous pouvons accepter ça? Non. Il faut mettre un terme à cette situation, Léon. Il va falloir que tu fasses un choix entre Marga et la vie religieuse. Et là, on ne lui parle plus de la virer du presbytère, hein. On lui demande de la quitter. L'ultimatum est confirmé par courrier. Ça devient chaud. Le jeudi 19 avril 2007, Léon travaille dans son bureau au presbytère. Il reçoit un email, une convocation en bonne et due forme au siège de sa congrégation. Ça sent le roussi. Et le soir, quand Marga rentre du travail, elle trouve Léon en larmes. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri ?»« Marga, je suis convoqué lundi à Bétarame. Et c'est si grave que ça. Je crois que cette fois, Marga, c'est la fin. S'ils me convoquent de cette façon, c'est qu'ils ont pris une décision, non ? » Et le père Léon est convoqué au siège de sa congrégation le 23 avril 2007 à l'Estelle Bétarame. Il est accueilli par le supérieur provincial Begnato Yénard, qui lui donne une lettre de l'évêque de Bayonne. Comme il vous l'a été dit et écrit plusieurs fois, votre existence scandalise, désoriente et peine de nombreux chrétiens. C'est la raison pour laquelle, en accord avec vos supérieurs, à ce jour du 23 avril 2007, je vous décharge de la responsabilité de curé et vous remets à la disposition de vos supérieurs. Je prie le Seigneur pour qu'il vous donne la force d'un tel renoncement et d'un redépart radical de votre vie religieuse en acceptant seul d'autres missions. Seul,
Ça veut dire sans Marga, le supérieur complète. Léon, on va t'affecter à notre communauté en Côte d'Ivoire. Si tu refuses, nous serons contraints de t'exclure. Ça ne sera pas de gaieté de cœur, tu le sais. J'irai pas en Côte d'Ivoire. Loin de Marga, non. Tu le sais pertinemment. Alors maintenant, je fais quoi? Je prends mon baluchon, je quitte le presbytère, demain? Demain, c'est ça? Demain ou après-demain? Il faut que tu rendes les clés vendredi au plus tard. Quand il rentre au presbytère, Léon tombe dans les bras de Marga. Il est en larmes. Il lui faut quelques heures pour se remettre. Et puis il dit à sa chérie: on va pas en rester là. On ne mérite pas ça. Je vais me battre, Marga. Il faut que tout ça, ça serve à quelque chose. Il a décidé de ruer dans les brancards, d'attirer l'attention des médias. La concurrence va être rude parce que on est le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle de 2007, dans l'attente du débat télévisé Sarkozy-Royal. Léon commence par aller voir son ami Yves, qui est le correspondant local de la République des Pyrénées. Eh bien, ils y vont pas avec le dos à la cuillère. Te virer comme ça, après 30 ans de service. Faut pas se laisser faire, Léon. On va se mobiliser, on va créer un comité de soutien. Ah, ils vont entendre parler de nous, je te le dis. Je suis pas contre. Mais je veux pas qu'on attaque l'église, hein. Pas d'attaque personnelle non plus. T'inquiète pas, hein. Tu connais les gens d'ici. Ils savent se tenir. Yves passe quelques coups de fil et en quelques minutes, un comité de soutien est monté. Une dizaine de paroissiens débarquent au presbytère et ensemble, ils rédigent un communiqué. La grande majorité des membres de la paroisse est scandalisée par la manière dont le père Laclos a été démis de ses fonctions. Depuis 7 ans, en effet, le père Léon manifeste au service de la paroisse une totale disponibilité, etc., etc. Et dans la foulée, Léon reçoit des centaines d'appels de soutien. Et la machine médiatique s'emballe. Le journal Sud-Ouest titre « L'Église ne pardonne pas la faute du père Laclos ». Et le journal La République des Pyrénées, le curé amoureux démis de ses fonctions. Et Léon et Marga ont les honneurs du 20h de France 2. Un prêtre a été déchargé de ses fonctions au Pays Basque. Depuis des années, il partageait sa vie avec une femme, au vu et au su de tous les paroissiens. L'Église lui propose une autre affectation. Les journalistes sillonnent les rues d'Asson à la recherche de paroissiens indignés. Ils n'ont aucun mal à en trouver. Laissez-nous, Père Léon. Laissez-nous, Père Léon. Sinon, il y aura un boycott énorme pour l'Église, pour le denier du culte et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est honteux. Mais on a un homme comme il faut, qu'est-ce qu'on va trouver? Il a été tout à fait droit, il nous a vraiment dit ce qu'il en était. Et finalement, quel mal y a-t-il d'aimer son prochain? On prêche ça tous les jours à la messe. Même la BBC, la télévision anglaise, s'intéresse au père Léon. Et lui, face aux caméras, il plaide sa cause. J'ai franchi la ligne, donc j'ai eu droit aujourd'hui au carton rouge. C'est pas une perversion. J'entends des réactions aussi là, oui, si tous les prêtres et ceci. Moi, ce que nous avons vécu, c'est un amour qui est sincère et qui a grandi avec les années. Face au barouf médiatique, l'évêque envoie son porte-parole, le père Crozette, sur le plateau de France 3. Ce n'est pas d'abord la question du célibat qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la fidélité au choix de vie religieuse qu'a faite le père Léon Laclos il y a déjà 25 ans, si ma mémoire est bonne. Il y a une incompatibilité de principe entre, d'une part, son engagement dans la vie religieuse et d'autre part, le lien quasi conjugal qu'il a établi avec Marga, donc, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle. Le 27 avril. Une soirée était prévue à la paroisse, elle se transforme en soirée de mobilisation. On réquisitionne la salle de sport, c'est un raz-de-marée, il y a 1500 personnes. Et Léon a préparé un petit discours. Mes amis, je demande pardon à tous ceux et à toutes celles qui n'étaient pas d'accord avec cette relation, tous ceux que j'ai fait souffrir. À ceux qui m'ont fait du mal, il y en a. Je leur pardonne. Demain, il faudra rebondir. Tourner une page de 28 ans de vie religieuse et de sacerdoce. Chercher du travail.
Sur la façade de l'église d'Asson, ils ont accroché une banderole. Paroissien égale obéir, payer et se taire. C'est bien résumé. Et le dimanche 29 avril 2007, à l'heure de la messe, arrive son remplaçant. Et c'est très touchant, parce que les paroissiens sont là, devant l'église. Ils ne veulent pas rentrer. Ils font la grève de la messe. Ils sont 900 à l'extérieur et seulement 20 à l'intérieur. Sur le moment, Léon veut accompagner son successeur jusqu'à l'autel. Un homme qu'il ne connaît pas et qui n'est pas de la paroisse le retient par le bras. Alors il fait demi-tour. Et c'est fini. C'est fini. Le comité de soutien fait circuler une pétition. Le texte est un réquisitoire contre l'Église catholique. Beaucoup de laïcs se sont engagés à la suite du Père Léon pour participer à la vie de l'église locale. Ils sont totalement désemparés et révoltés de la brutalité et de l'inhumanité qui entoure la décision que vous avez prise. Ils se demandent où va cette église qui s'enferme dans des rigidités qui ne sont plus en phase avec le monde d'aujourd'hui et qui prend le parti de l'hypocrisie plutôt que celui de la vérité. Cette pétition recueille 3500 signatures et elle est envoyée à l'évêque de Bayonne, Monseigneur Moller, qui finit par recevoir le comité de soutien. Ça se passe à Coiraz, près d'Asson. L'évêque écoute, mais il reste inflexible. Et fin mai 2007, Léon et Marga font leur carton et quittent le presbytère pour de bon. Heureusement, Marga n'a pas vendu sa maison de Vic en Bigorre. Alors ils s'y installent, et là ils reçoivent des dizaines de lettres de soutien. Je vous en lis une au hasard. Elle émane d'une femme qui, dans les années 50, à l'âge de 20 ans, est tombée enceinte d'un jeune prêtre. On l'a obligée à abandonner l'enfant. Je n'ai jamais comblé ce vide. Chaque jour, chaque fête, je pense à cet enfant. Merci Père Léon et Marga d'être courageux et d'oser être vrais. Et voilà donc Léon, à 56 ans, au chômage. Il pointe à la NPE. Au début, il cherche du travail dans le social et l'éducatif. Après tout, c'est son métier depuis 30 ans. Il passe des entretiens d'embauche. Et puis finalement, il est embauché comme archiviste au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Et le 3 novembre 2008, Léon et Marga se marient. Pas à l'église, bien sûr, parce que sur le papier, il est toujours prêtre. Il n'a pas demandé sa réduction à l'état laïque. La salle de mariage de la mairie de Vic en Bigorre est pleine à craquer. Marga, consentez-vous à prendre Léon ici présent pour époux? Oui? Léon, consentez-vous à prendre Marga ici présente pour épouse? Oui. À la sortie, les radios et les télés sont là. J'ai pas la haine, mais il y a une déception. Il y a une déception. En tout cas, je sais que ça a occasionné un débat dans l'Église et il y a quelque chose qui me dit que ce n'est pas pour rien. Je ne suis pas le premier, ce débat tient de longue date, mais j'aimerais contribuer à entretenir ce débat. Et Marga est au diapason. Il faut qu'on continue à militer à ce problème qu'une église réac n'est pas du tout la solution pour nos jeunes d'aujourd'hui. Fin 2008, Léon reçoit une lettre de radiation de l'ordre des pères de Bétharram. Et aujourd'hui, Léon et Marga sont à la retraite. Ils vivent toujours à Asson. Léon s'occupe du club de handball. Et il est vice-président de l'association Plein Jour qui apporte son soutien aux compagnes des prêtres. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Léon Laclos, je voudrais qu'on reprenne l'histoire au tout début, au moment où vient votre vocation de prêtre et de père de Bétharram, puisque vous êtes prêtre et aussi membre d'une congrégation. Vous êtes enfant d'agriculteur, issu d'un tout petit village du Pays Basque. C'est un peu la tradition. Toutes les familles au Pays Basque donnent un enfant à l'église catholique.
On va dire ça rapidement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout vrai, même avant. C'était pas ça. Il se trouve que c'est comme ça. Donc, Vous aviez réfléchi à ce moment-là à la question de la chasteté qu'exigeait votre congrégation et du célibat qu'exigeait votre engagement de prêtre catholique. Pas du tout, on est enfant, et donc j'étais dans une école tenue par des pères de Bétarame au Pays Basque à Saint-Palais, et c'est un père de Bétarame qui vient rencontrer ma mère. Mon père est décédé quand j'avais 2 ans et demi. Oui. Donc il vient rencontrer ma mère et qui lui dit votre fils travaille bien à l'école, ce serait bien qu'il aille au petit séminaire à Bétarame. Quel âge avez-vous à ce moment-là? J'avais 9 ans. 9 ans. Et là c'est tracé. Et là. Et on trace. Et après, donc, j'ai vécu ma vie d'enfant, d'adolescent, et voilà, alors, on se pose des questions quand même, parce qu'on réfléchit. Mais le contexte nous formate. C'est tracé. Nous formate. Au séminaire, on n'en parle pas. Non, c'est tabou un peu, c'était tabou, c'était le séminaire, on évoque un peu la question de l'affectivité, plus d'affectivité que de la sexualité, mais ça reste théorique. Ouais. On n'a pas l'expérience de la femme, de la jeune, de la fille, on n'a pas, personne n'avait. Mais on vient pas mesurer votre capacité à résister. Comment Je sais pas. Et comment? Je sais pas comment, au moins en parlant. Oui, mais on a parlé, mais c'était toujours théorique. Il a fallu bien plus longtemps pour se confronter d'abord à ce désir affectif que vous n'avez, qui vous manque. Il y a une frustration chez un jeune qui se prépare. Il y a quelque part une frustration, et même après l'ordination, lorsqu'on est prêtre, malgré tout, on peut dire qu'on sublime tout ça, mais on a une frustration, on reste frustré quelque part. Mais on a le sentiment d'ailleurs que vous êtes un peu surpris quand vous tombez amoureux de Marga. Est-ce que vous arrivez à formuler tout ça sur le moment? C'est pas prévu, c'est ce qui me vient en pleine figure, c'est l'interdit. Donc j'ai enfreint une loi, un choix que j'avais fait moi, j'ai enfreint la loi de l'Église. Vous prenez ça comme en pleine figure, quoi. D'où l'herpès. Ah oui, bon. Et après il faut gérer cet interdit, mais l'amour quand il est là, mais c'est extraordinaire. Ça vous fait vivre des choses bien plus fortement que on aurait pu imaginer. À votre avis, Léon, quand votre supérieur vous envoie pendant 9 ans à Pessac, il sait ou il ne sait pas? Il sait que nous avions une relation très forte, tous les deux, avec Marga. Il le sait. Oui, alors, mais je n'ai jamais dit que nous avions une relation amoureuse. Oui. Voilà, je ne l'avais pas dit. Mais quand on aime vraiment, ça se voit. Mais quand, alors, plus tard en 2000, on veut vous nommer supérieur provincial, là ils savent. Oui. Ils savent qu'il y a une relation amoureuse. Oui. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, ils sont sur le point de vous promouvoir tout en sachant que vous n'avez pas respecté l'une des règles, l'un des 3 vœux que vous avez formulés au moment de votre entrée dans la congrégation. Quand on vous met devant le mur, ou bien vous sautez le mur, je pense que c'est ça qu'ils voulaient, c'est que finalement, cette responsabilité, moi le promotion, mais plutôt cette responsabilité m'aurait donné envie de partir. De sauter le mur, c'est-à-dire de dire non à Marga, oui. À notre amour. C'était ça le but. Oui. C'était pas tordu, mais en fait, c'était quand même pas très clair. Mais Francesco Radaelli, là, il vous dit, nous ne te jugeons pas, nous ne te condamnons pas. Il y a une certaine tolérance de fait quand même dans ces mots. Oui, parce qu'il est conscient que ce sont des sentiments d'amour. Alors, qui peut aller contre les sentiments d'amour? Qui a le droit Qui peut se permettre de juger les sentiments d'amour? Il est piégé par l'amour. Oui. Pas assez. Mais bon, lui, il a fait son travail. Il a dit, tiens, nous, on te propose de sauter le mur. Vous savez, ces murs qu'on devait sauter quand on faisait les parcours de combattants au service militaire, quand ça existait, eh bien voilà, c'était dur, pas facile à sauter, mais on arrivait à sauter. Oui. On arrivait. Donc, il pensait que c'était ça et... Moi, je pense que tout le respect, parce qu'on ne parle pas de Marga, le respect que l'on doit, que moi je devais, mais aussi le respect que d'autres prêtres aujourd'hui qui vivent une relation amoureuse, le respect qu'ils doivent à la personne qu'ils aiment. Mais souvent, ce respect est bafoué. Ouais. Moi, j'ai tenu Marga de très nombreuses années,
de peut-être trop nombreuses années dans le silence, dans le non-dit. Oui. Et c'est pas très respectueux de la personne. Non. Pendant près de 30 ans, Léon, vous menez de front votre charge de curé et votre histoire d'amour jusqu'à ce que Marga vienne s'installer au presbytère. Vous savez, à partir du moment où elle s'installe au presbytère, que vous allez au clash. Vous vous en doutez, je suppose. Oui, mais on était tous les deux d'ailleurs un peu naïfs parce que bon, on avançait en âge et j'aimais beaucoup ce que je vivais, beaucoup ma vie de prêtre. Et quand on réfléchissait, moi j'ai apporté ma réponse. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un prêtre? Pas d'abord qu'il soit célibataire. On lui demande d'être un homme de foi, un homme passionné par l'évangile, d'aimer le monde, d'aimer les gens qu'il rencontre et de faire un bout de chemin avec eux, sans pour autant leur dire ce qu'ils ont à faire ou qu'ils n'ont pas à faire. Et parce qu'ils sont assez grands pour ça. Nous, l'Église doit éclairer, le clergé, enfin l'Église, les responsables de l'Église doivent éclairer. Alors, on pensait que moi, dans ce que je vivais, j'avais de très bons contacts avec la population. D'ailleurs, ils nous l'ont rendu 10 fois plus, au centuple. Et je pensais que ça passait, que ça passerait. Oui. Ah, vous pensiez que ça passerait? Oui. Ouais. Oui. Naïf. Oui, pas de jeunes amoureux, mais voilà, parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, je me mets pas en avant, mais aujourd'hui, l'Église a besoin comme ça de pasteurs, des gens qui aiment les gens, qui aiment le monde où ils vivent. Qui aiment, qui s'intéressent. C'est pas le cas pour beaucoup aujourd'hui. Alors au moment du clash, vous avez dit il faut qu'au moins que tout ça serve à quelque chose. Ouais. Je vais me battre. Si vous faites le bilan 10 ans plus tard, puisque ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans, que vous avez été écarté, ça a servi à quelque chose? Ouais, l'évêque a changé pour plus raide. Oui, alors l'évêque a changé pour plus raide. Ça a servi? Nous avons un évêque d'ultra droite, proche de l'Opus Dei. Ah oui. Et alors, mais seulement, régulièrement, il y a des débats. L'autre jour, c'était donc des débats autour de cette discipline dans l'Église. Le célibat, c'est une discipline. C'est pas de l'ordre doctrinal, c'est de l'ordre disciplinaire. Alors, il faut bien qu'un jour qu'on sorte de ce déni. En Europe, 20%. C'est des statistiques. 20% de quoi? Attendez, en Europe, 20%, en Amérique latine, 50%, en Asie et en Afrique, jusqu'à 70% de prêtres qui ne respectent pas la règle du célibat. Vous pensez ça? 20% en Europe? Oui. Par exemple, dans votre diocèse de Bayonne, vous pensez que 20% des prêtres ne respectent pas la règle? Oui, d'une manière ou d'une autre. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être occasionnel. Nous, on a reçu des prêtres. On est en contact encore aujourd'hui. En exercice? Oui, en exercice. On a reçu. Ils ont même dormi chez nous avec leurs compagnes. Ah oui, vous me disiez pendant la pub que vous êtes allé récemment à des obsèques d'un prêtre qui avait que 40 ans avec une femme. Pas un mot. Ah oui, alors. Aux obsèques. Ce que je disais, le respect de la femme qui a été son compagnon de route. Pas un mot, pendant 40 ans ils ont vécu ensemble, pas que pour repasser les chemises, et pas un mot, c'est ça que, pas la peine d'en parler trop, mais pas un mot sur cette personne. Est-ce que vous avez été un meilleur prêtre avec Marga que sans? Moi personnellement, je dirais oui. Moi je dirais oui, parce que qu'est-ce qu'on va reprocher aujourd'hui à un prêtre amoureux? C'est de ne pas être disponible. Mais bon, c'est l'argument numéro 1. Ah oui, c'est l'argument de ne pas être totalement disponible. Alors, d'abord, on n'a pas le monopole de la disponibilité. Le prêtre célibataire n'a pas le monopole de la disponibilité. Et que vivent les jeunes parents quand ils ont 3 enfants, quand il y a le milieu scolaire qui les sollicite, les sportifs, le milieu sportif qui sollicite chaque fois. Qu'est-ce qu'ils vivent? Des fois, ils sont engagés même dans la commune, ils sont engagés dans d'autres associations. Ils sont pas disponibles, ces jeunes parents. 10 fois plus que nous, presque. Je vous remercie beaucoup, Léon Laclos. On aurait pu parler 2 heures. Ah oui. On n'a pas 2 heures. On recommencera un jour. Votre livre se trouve sur Internet. L'avantage de l'époque, on trouve les livres, ils n'ont plus de durée de vie. Il s'appelle Pour l'amour d'une femme privée d'église. Oui. Votre éditeur s'appelait Michel Lafon. Oui. Il est sorti en 2008. Merci beaucoup, Père Léon Laclos. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.